militaire maintenant. Il y a un enjeu décisif qui est l'appartenance ou la non-appartenance à l'OTAN. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu décisif? Parce que ça représente un enjeu à la fois en termes militaires mais aussi en termes politiques. L'Alliance Atlantique n'est qu'un des instruments de la politique américaine, d'ailleurs assez peu considéré du point de vue de Washington, qui affectionne plutôt les coalitions sur mesure, les coalitions ad hoc constituées pour une opération. L'un des principaux rôles de nuisance, une des principales nuisances de l'OTAN, c'est son caractère qui est insuffisamment souligné dans le grand public, c'est son caractère normatif en termes de doctrine, en termes de procédures opérationnelles, en termes de chaîne de commandement. Ces normes ne sont d'ailleurs même pas les normes américaines partagées. Les normes OTAN sont les normes que les États-Unis imposent au reste de leurs alliés, mais dont eux se soustraient justement pour garder leur liberté et leur identité militaire. En d'autres termes, comme la dette américaine, l'OTAN est un produit d'exportation. Alors, il y a des conséquences très graves, d'une ampleur gravissime pour notre pays. Le dernier livre blanc dont je parlais tout à l'heure, qui se focalise sur le danger du terrorisme djihadiste, et lui ne parle pas du tout de la menace de l'OTAN, au contraire, puisqu'il saute à pied dedans. Le dernier livre blanc stipule que nos armées n'ont pas vocation à s'engager dans un conflit autrement qu'au sein d'une coalition, laquelle ne peut être qu'euro-américaine dans l'esprit des rédacteurs. C'est donc une perte de liberté stratégique phénoménale. Nous sommes devenus un pays satellite, un pays, la France, de Clémenceau, de Napoléon, de Charles de Gaulle, est devenu un pays satellite d'un empire euro-atlantique. Et cette perte de liberté stratégique, elle est souvent justifiée par la diminution des moyens nationaux. On dit « Oh, vous comprenez, les guerres, c'est tellement cher, c'est tellement ci, c'est tellement ça ». Mais c'est le serpent qui se mord la queue, ou c'est l'histoire de l'œuf et de la poule, puisque justement, ces moyens pâtissent de notre engagement dans une coalition qui nous force à adopter des standards qui ne sont pas les nôtres. Rétablir la mission universelle de la France et être le porte-parole de l'émancipation des peuples et de la liberté du monde, ça n'est donc pas seulement le volet diplomatique dont je parlais à l'instant avec notre siège permanent au Conseil de sécurité, la volonté de redynamiser l'ONU, la volonté de lutter contre le double standard, mais c'est également de retirer immédiatement la France de l'OTAN et pas seulement de son commandement militaire intégré, structure militaire ayant perdu toute légitimité depuis la fin de la guerre froide. Alors, que l'on ne vienne pas me dire que c'est une absurdité ou que c'est quelque chose d'insensé, le plus grand chef d'État français du XXe siècle, De Gaulle, l'avait lui-même annoncé à Perfit le 28 octobre 1964, puis le 22 septembre 1965. Je vous renvoie au livre « C'était De Gaulle ». La suprématie américaine est un énorme danger mondial. Nous sommes seuls à faire front, les autres sont trop trouillards. Je pourrais dire la même chose pour la compétition à l'élection présidentielle, puisque, sauf erreur, la suprématie américaine est un énorme danger mondial et que pour l'élection présidentielle, eh bien, je pense que je serai le seul à faire front et que les autres, tous les autres, y compris ceux qui font des voyages récents aux États-Unis d'Amérique, eh bien, tous les autres sont des trouillards. Et De Gaulle précisait « L'Alliance Atlantique cessera d'exister le jour où les pays de l'Est deviendront pareils aux autres ». De fait, à partir du moment où l'Alliance Atlantique était motivée par le pacte de Varsovie, eh bien, depuis qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie, il n'y a plus de raison qu'il y ait l'Alliance Atlantique. Et comme je le dis souvent, et c'est un peu triste et cruel de ma part de le dire, l'Afghanistan ne se trouve pas au bord de l'océan Atlantique. Le deuxième point, c'est de désengager nos armées des guerres de la gouvernance mondiale, notamment en rappelant immédiatement les troupes françaises engagées en Afghanistan, en Libye ou ailleurs. Et d'ailleurs, nous ferons là aussi des économies, figurez-vous. Que l'on ne vienne pas me dire que nous voulons dépenser de l'argent de façon extraordinaire. Au contraire, je ne vous propose que des économies. Pas que des économies, je vous ai proposé aussi des dépenses en matière d'éducation, en matière de logement,
en matière d'agriculture, en matière sociale, je vous ai proposé des dépenses, mais je vous ai proposé des économies drastiques sur la sortie de l'OTAN, sur les guerres qui nous coûtent d'ailleurs un argent considérable, ou bien sur la sortie de l'Union européenne qui nous rapportera au minimum 7 milliards d'euros. Mais la campagne présidentielle va durer plusieurs mois et je pense être invité sur TF1 où je pourrais expliquer les gains que nous allons faire en sortant de l'Union européenne en matière financière. Je rappelle quand même que ces conflits en Afghanistan ou en Libye sont des conflits évidemment extrêmement meurtriers, mais et engagés vraiment pour des raisons dont l'histoire montre très rapidement en fait que c'était sur de fausses informations, mais présentent un bilan désastreux pour notre pays. Même d'éventuels succès sur le terrain ne permettent en aucun cas d'obtenir un succès stratégique. C'est quoi un succès stratégique ? Eh bien, c'est un succès qui est producteur de sécurité. C'est un succès qui règle la question. Et c'est quoi un succès qui règle la question ? C'est un succès lorsque les populations sont d'accord avec l'opération menée. Voilà. Et si les Américains, les Anglo-Saxons, plus tous les Européens qui les ont suivis en Irak, se terrent derrière des compounds en Irak, etc., si le pays est à feu et à sang 8 ans après l'intervention, eh bien ça veut bien dire qu'il y a un gros problème qui se passe en Afghanistan comme en Irak. En fait, ce problème découle du fait que ce sont des guerres qui sont délibérément d'origine illégitime et perçues comme illégitimes par les populations locales. J'ajoute que ces opérations accaparent une part considérable de nos moyens militaires en termes d'effectifs, de budget et de matériel, et de façon plus perverse également, qu'elles bornent l'horizon de notre réflexion stratégique. Elles nous empêchent de voir quelles sont les principales menaces contre la France. J'en parlais tout à l'heure sur le livre blanc qui a été publié il y a quelques années sous la houlette de M. Sarkozy, où l'on met en première page du résumé, on parle du terrorisme djihadiste. Encore une fois, je ne dis pas, bien entendu, qu'il n'y a pas du terrorisme djihadiste. C'est vrai que ça peut exister, mais enfin, il se trouve qu'en France, on n'en a pas eu. Et puis surtout, il se trouve que tout ceci ne s'engage que trop dans la politique souhaitée par les néoconservateurs américains, les think tanks américains, et donc nous fait manquer ce qui est la chose la plus importante, c'est tout simplement que la France a été entièrement domestiquée par les États-Unis d'Amérique. C'est ça, moi, qu'il faudrait mettre en numéro 1 dans le livre blanc de la défense nationale. En matière militaire, parce que ce sont des choses sérieuses, vous savez que le président de la République est chef des armées. Donc le président de la République, c'est quelqu'un qui doit savoir de quoi il parle. Et il faudra que nous rappelions le caractère nécessaire et suffisant de la dissuasion nucléaire. Pourquoi nécessaire ? Parce qu'il faut le réaffirmer face au discours de désarmement nucléaire. Peut-être que certains ne seront pas d'accord. Eh bien, tant pis. Ils ne seront pas d'accord, mais moi, je suis d'accord avec cette idée. Et donc, je m'en porterai garant. Nous devons réaffirmer ça face aux discours de désarmement nucléaire qui sont portés par les États-Unis pour les autres. Les États-Unis ne veulent pas que les autres pays aient d'armes nucléaires, bien entendu. Mais pour eux, ça c'est autre chose. Et c'est justement ce qui fait que, d'ailleurs, l'arme nucléaire, contrairement à ce que l'on a dit souvent, l'arme nucléaire a plutôt vitrifié les situations. Et on n'a pas eu de conflit nucléaire, justement parce que c'est tellement calamiteux, un déclenchement d'un conflit nucléaire, qu'en réalité, ça a plutôt eu tendance à stabiliser la situation. Je me rappelle, par exemple, la réaction de De Gaulle disant à Perfit en 1963, apprenant que la République populaire de Chine venait de faire exploser sa première bombe nucléaire, De Gaulle disant « Ah, voilà une très bonne nouvelle, c'est parfait comme ça ». Eh oui, c'est pas que De Gaulle était communiste ou maoïste, c'est simplement qu'il savait que ça permettrait un meilleur équilibre des pouvoirs et éviter ce danger suprême qui est la domination d'une seule hyperpuissance dans le monde. Tout est à faire. Il ne faut pas voir le monde tel qu'il devrait être, il faut voir le monde tel qu'il est. Il faut avoir une vision réaliste de la situation et des rapports de force. Donc la France dispose d'un arsenal nucléaire, c'est ce qui lui permet d'être une grande puissance, c'est ce qui devrait lui permettre de dire zut à Washington quand il le faut. Et pourquoi c'est suffisant ? Parce que ça permet de nous opposer au bouclier antimissile américain. Puisque vous savez qu'actuellement les États-Unis sont en train de déployer un bouclier antimissile, ils sont en train de le déployer en Pologne ou dans des pays baltes, je ne sais pas quoi, pour viser l'Iran. C'est quand même assez extraordinaire. C'est comme s'ils le déployaient, je ne sais pas moi, au Portugal pour viser le Costa Rica.
De qui se moque-t-on? Les Russes ont très bien compris que derrière l'Iran, ou devant l'Iran, ils sont quand même aux premières loges. Et donc ça ne peut faire que renforcer l'isolement et la méfiance de la Russie, conduire à une nouvelle guerre froide et diviser le continent pour un résultat pas tellement nul, mais plus que nul. Et pourquoi les Américains font-ils ça? C'est toujours la même histoire. C'est toujours l'histoire du choc des civilisations. Vous vous rappelez peut-être de cette carte de Samuel Huntington, eh bien, pour les Américains, il y a l'empire euro-atlantique, il dit pas ça comme ça, il dit la civilisation judéo-chrétienne, dans laquelle il met les États-Unis, le Canada et puis toute l'Europe, et puis ça s'arrête aux marges de la Russie, ça c'est la civilisation orthodoxe. Voilà. Et donc en réalité, il s'agit d'avoir, si on met des missiles là, c'est évidemment pour narguer les Russes. J'aime bien aussi cette phrase de De Gaulle qui rappelait que tout au long de l'histoire de France, lorsque la France avait été l'amie de la Russie, ça avait été très souvent des jours glorieux pour la France. Or, lorsque la France est l'ennemi de la Russie, eh bien ce sont rarement des jours glorieux pour la France. Ça mérite d'humilité. Et puis notre politique de défense doit réaffirmer le lien armée-nation. La défense nationale touche à la part la plus fondamentale de la souveraineté nationale. L'armée française, ça ne doit pas être perçu comme des étrangers. L'armée française, c'est d'abord, ce sont des Français, c'est nous, mais c'est d'abord la protection de la République française, de ses acquis. C'est la protection de la liberté, de l'égalité, de la fraternité entre les citoyens. C'est ça, l'armée française. Donc les maux dont souffrent actuellement nos armées, le désintérêt qu'elles inspirent aux citoyens, ça vient du fait qu'on leur a pas mis ça dans la tête. Ça veut dire que pour les Français, ils voient dans l'armée française une armée qui a abandonné son rôle essentiel de protection de la nation et qui a en revanche s'est engagée dans des conflits dans le sillon des Américains, des conflits qui non seulement ne servent pas nos intérêts, qui sont sous des bannières différentes de celles de la France, dont le contrôle stratégique nous échappe, et qui, de surcroît, sont moralement abjects. Donc, cette schizophrénie est identique à celle dont souffre l'ensemble de la fonction publique d'État, détournée du service de la nation. Nous procéderons donc à la réaffirmation du lien armée-nation. Il ne s'agit pas d'être militariste, il s'agit d'être républicain. La réaffirmation du lien armée-nation passe par une politique de défense menée au service des intérêts français, lesquels doivent être assez ambitieux et généreux pour renouer avec le rôle global qui a toujours été historiquement le rôle de la France, celle d'une puissance d'équilibre qui contrebalance la puissance hégémonique dominante du moment. Du temps de François Ier, c'était Charles Quint, l'empire des Habsbourg et le Saint-Empire romain germanique. Du temps en 1870 ou en 1914, c'était l'empire prussien. En 1940, c'était l'empire nazi. Eh bien, maintenant, c'est l'empire euro-atlantique. Et nous devons nous préserver de ça. C'est le rôle de notre armée. Un mot sur le volet scientifique. Il faut une relance urgente de la recherche française fondamentale et appliquée, avec la revalorisation de la fonction de chercheur, une amélioration des conditions de travail et de rémunération, une titularisation des personnels quand c'est nécessaire, des incitations fiscales au mécénat d'entreprises et de particuliers et une valorisation médiatique. Il faut en arrêter avec cette caricature du professeur Nimbus. On ne présente pas... Enfin, je commence à être d'âge mûr. Je me rappelle que quand j'étais petit, dans les années 60, il y avait dans les magazines pour enfants que je pouvais regarder, ou même à la télévision française, on donnait aux gens envie de s'intéresser à la science, et à la France aussi d'ailleurs. On leur donnait... moi, je me rappelle d'une série où on apprenait qui était Marie Curie, Pierre Curie. Bon, ça n'allait pas très très loin. Mais pour un enfant de 10 ans comme j'étais, c'était fantastique, c'était tout à fait intéressant. Donc il faut aussi diffuser des émissions et des documentations dans les grands médias publics, notamment télévisés,
sur l'histoire prodigieuse de la recherche en France, sur le fait que les Français ont été, comme vous le savez, l'un des, sinon le peuple le plus inventeur de l'histoire de l'humanité, sur les recherches en cours également, sur l'attractivité de ce métier pour les jeunes. Il faut aussi profiter de nos cerveaux et de nos matières grises. Quand vous pensez que maintenant, une très grande partie des diplômés de l'école polytechnique sont maintenant employés dans la finance, sur des salles de marché, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va plus quelque part. Et puis, l'arrêt du démantèlement en cours du CNRS. Et puis j'en arrive au quatrième volet de ce rayonnement de la France et de la grandeur de la France, c'est ce que j'appelle le volet culturel. Avec la priorité à l'universalité, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, je proposerai, je ne suis pas sûr d'y arriver, c'est l'une des très rares propositions. J'en ai fait une autre tout à l'heure quand j'ai suggéré que l'ONU interdise les puces RFID sur les êtres humains. C'est l'une des très rares propositions du programme que je vous présente qui ne dépend pas uniquement de nous, de vous et de moi, qui dépendra de l'avis d'autres États. Mais je proposerai à l'ensemble des États membres de l'ONU de transférer le siège de l'UNESCO de Paris à Strasbourg. Le retrait de la France de l'Union européenne aura en effet pour effet de laisser le Parlement de Strasbourg sans affectation, ce qui se fera d'ailleurs à la plus grande joie des autres États, puisque l'ensemble des autres États membres de l'Union européenne ne cessent de réclamer que le Parlement européen, comme vous le savez qu'il y a 2 implantations à Strasbourg et à Bruxelles, ne se réunisse plus qu'à Bruxelles. Vous savez d'ailleurs que la France dépense des centaines de millions d'euros pour assurer la desserte de Strasbourg dans cette affaire. Alors, ce que nous proposerons, c'est que ces bâtiments désaffectés soient désormais ceux qui soient affectés à l'UNESCO. Il faut modifier la Charte des Nations Unies puisqu'il est prévu que l'UNESCO a son siège à Paris, mais son transfert à Strasbourg sera le symbole de la paix et de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, puisque l'UNESCO, comme vous le savez, est l'organisation mondiale des Nations Unies chargée de l'éducation, des sciences et de la culture, dont le but même est de promouvoir la paix et la compréhension entre les peuples du monde. Le siège de l'UNESCO à Paris est extrêmement sous-dimensionné, puisqu'il a été inauguré le 3 novembre 1958. À l'époque, il y avait environ 80 États à l'Organisation des Nations Unies. Nous en sommes à 196 ou 197. Le nombre d'États a été multiplié par 2,5, donc les bâtiments craquent. Les bâtiments de Strasbourg, ou beaucoup plus vastes, seront donc beaucoup plus appropriés à la vocation mondiale de cette institution onusienne. Et au passage, ceci me permet de rassurer nos compatriotes alsaciens de la région de Strasbourg, qui peuvent se dire « mais quand même, l'Europe nous apporte beaucoup de choses ». Eh bien, rassurez-vous, le transfert de l'UNESCO à Strasbourg permettra de donner à Strasbourg et à sa région un rayonnement planétaire et dynamisera en outre l'économie locale, puisqu'on verra cette fois-ci des délégations venues de 195 pays de la planète plutôt que de 27. Donc le siège de l'UNESCO sera donc transféré à Strasbourg, si donc les membres sont d'accord. Et en parallèle, nous créerons un centre mondial de la concorde entre les civilisations à Strasbourg, qui sera construit juste à côté, ou qui bénéficiera d'ailleurs des mêmes locaux à Strasbourg. Ce nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg sera donc assorti d'un centre mondial de la concorde entre les civilisations, qui sera la réponse du berger à la bergère face à tous les théoriciens du choc des civilisations. Ce centre bénéficiera de la proximité de l'UNESCO. Ce centre a vocation de recherche et de présentation muséographique, réunira des chercheurs du monde entier et présentera au grand public toutes les théories porteuses de guerre, et notamment la théorie actuelle du choc des civilisations. Et j'ajoute, pour que le symbole soit extrêmement parlant, que nous inaugurerons ce centre le 3 août 2014, le jour du 100e anniversaire de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France ayant provoqué la Première Guerre mondiale. J'insiste sur l'aspect des choses parce que, d'abord, ça sera une réponse très importante à l'affaire du choc des civilisations, mais c'est aussi, en termes de communication, un message fort que nous adresserons à l'ensemble du monde et aussi à nos partenaires européens,
C'est-à-dire que sortir de l'Union européenne, c'est vouloir faire la paix. Hein, l'Europe, c'est la guerre. Parce que tous ceux qui me disent qu'il faut rester dans l'Union européenne parce que l'Europe, c'est la paix, eh bien non, nous leur montrons que c'est désormais l'inverse qui est vrai. Le 18e point, c'est redonner toute la priorité à nos liens avec le monde francophone. Alors là, nous ne sommes plus maintenant dans le... On n'est plus dans le registre du programme du Conseil national de la résistance, quoique vous vous rappelez qu'il parlait d'améliorer le statut juridique et social des populations indigènes. Il utilisait évidemment les termes de son époque. En 1944, la France avait encore tout son empire colonial, mais il y avait déjà une idée fondamentale derrière, qui était l'idée de développer des liens tout à fait particuliers, nouveaux, et des liens d'égaux à égaux avec les pays de l'ensemble issus de la colonisation française. Je rappelle d'ailleurs, au passage, cette chose insuffisamment soulignée, c'est que lorsque la Constitution française a été adoptée en 1958, elle avait un titre 13 qui s'appelait de la communauté et qu'elle est la communauté des États francophones. Or, ce titre 13 est tombé en désuétude et il a été, tenez-vous bien, supprimé en 2005 au moment du toilettage de la Constitution pour faire la Constitution européenne. Donc c'est tout à fait saisissant de voir qu'au moment où on a prétendu enfermer la France dans un périmètre artificiel avec la Lettonie ou l'Estonie, eh bien au même moment on supprimait les vestiges de ce qu'aurait pu être une communauté des États francophones. Alors, eh bien, je rappelle que l'Organisation internationale de la francophonie est un des éléments très importants du rayonnement de la France. Je rappelle que cet atout totalement décisif de notre pays est laissé en jachère par les dirigeants français sous prétexte de construction européenne, puisque nous affirmons que nous sommes les alliés des Allemands, des Italiens, des Slovaques, des Polonais, des Lettons, etc. Du coup, on se coupe de ce qui faisait notre vraie puissance, et tout ceci, souvent, au grand désespoir d'un certain nombre de ces pays du monde qui regardaient vers Paris et qui sont de plus en plus désespérés. Je rappelle qu'il y a ici une formidable possibilité de développement mondial. Je rappelle que la francophonie, c'est justement tout le contraire du choc des civilisations, puisqu'il y a ici, vous avez les Jeux de la francophonie qui se sont déroulés au Liban, en haut. Vous avez ici une publicité qui avait été faite par les expatriés français en Chine, parce que quand on vit loin de France, on se rend compte à quel point on a une proximité avec les peuples francophones. Et puis nous avons effectivement les pays de la francophonie qui ont cet admirable avantage d'être présents sur les 5 continents et en particulier d'avoir toutes les ethnies, toutes les religions à peu près qui se regroupent selon une affinité linguistique et historique. Donc, cette priorité à la francophonie, eh bien, nous proposerons à nos partenaires la création d'un parlement de la francophonie. Et il sera installé où? Eh bien, je vous le donne en mille, il sera installé justement dans les locaux de l'UNESCO, que nous aurons donc vidés pour les transférer à Strasbourg, où ils auront beaucoup plus la place pour signaler justement la paix. D'ailleurs, ça sera mieux, puisque Strasbourg est une ville qui se trouve à la frontière du monde latin et du monde germanique. Donc ça sera un extraordinaire symbole. En revanche, eh bien, les locaux de l'UNESCO sont tout à fait à la taille de la quarantaine de pays et qui sont membres de la francophonie. Nous proposerons, là aussi, je ne sais pas si nos partenaires l'accepteront, nous proposerons ce Parlement qui serait installé dans ces locaux à Paris, dont l'objectif serait d'entretenir un lien politique permanent entre les États de la francophonie et non pas un vague secrétariat qui manque considérablement de moyens et puis un sommet une fois tous les 2 ans, de donner corps à une véritable communauté francophone, de contrecarrer les théories racialistes et guerrières du choc des civilisations promues par les think tanks américains et dont la construction européenne est une application régionale, de permettre l'élaboration, si c'est possible, de positions communes de la francophonie sur tous les grands sujets planétaires. Par exemple, sur le système financier international, par exemple la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple les termes de l'échange,
par exemple les évolutions naturelles et sans doute souhaitables du franc CFA, par exemple les problèmes environnementaux, par exemple la paix dans le monde, eh bien je veux vous assurer que si dans des instances comme l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, etc., il y avait les 40 États de la francophonie qui avaient une position commune de temps en temps sur un sujet, eh bien ce serait quelque chose de très important. Très important. C'est justement ce que ne veulent pas les européistes. C'est justement ce que ne veulent pas les anglo-saxons. Ils veulent justement nous couper de ce qui fait notre vraie puissance. D'ailleurs, j'ai déjà souligné, je l'avais écrit déjà dans la charte qui fonde l'UPR, où j'avais déjà précisé que nous constitutionnaliserions le principe du siège permanent au Conseil de sécurité pour la France. Ce sera aussi un siège permanent qui, si possible, se fera le porte-parole des positions de l'ensemble de la francophonie, qui permettra par notre voix, non seulement la voix de la France, mais la voix de la francophonie. Et ce n'est pas quelque chose d'artificiel, puisque une langue, c'est quand même d'abord et avant tout une vision du monde et une affection partagée. À propos d'affection partagée, eh bien, réorienter une partie de notre aide vers l'Union européenne en une aide vers les pays de la francophonie. Ces fonds proviendront pour partie des économies considérables réalisées du fait de nos retraits de l'Union européenne, et puis développer un système d'échange d'étudiants très important de type Erasmus avec les pays de la francophonie. Pourquoi devrait-on échanger, avoir des étudiants qui iraient s'installer? Je ne suis pas contre le fait d'aller en Lituanie, d'aller en Danemark, mais pourquoi est-ce que nous n'aurions pas des étudiants français qui iraient suivre des cours, par exemple, je ne sais pas moi, à Montréal, ou bien à Saïgon, ou bien à Dakar, et réciproquement. Donc il faut qu'il y ait un développement de ces échanges, et puis sensibiliser le peuple français à son appartenance à cette sphère d'influence mondiale, ayant le français en partage. Ce sera d'ailleurs d'autant plus facile que, comme vous le savez, il y en a certainement parmi vous dans cette salle, que beaucoup de nos compatriotes ont des origines provenant des pays de la francophonie. Donc c'est beaucoup plus naturel à tous les égards de se rapprocher de ces pays avec lesquels nous avons tant de points communs. Je ne voudrais pas terminer ce point sur le rayonnement, notamment culturel, sans dire un mot également des pays qui, eux, ne sont pas de la francophonie, enfin, ils sont de la francophonie, mais ils sont plus que de la francophonie, ils font partie du territoire de la République française, qui sont les départements ou les territoires d'outre-mer. Je rappelle que 2,7 millions de nos compatriotes, c'est-à-dire quand même 4,5% de la communauté nationale, vivent dans les départements et les territoires d'outre-mer. Vous voyez ici, en haut, de haut en bas et de gauche à droite, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique avec la montagne Pelée, le pic du Maïdo à l'île de la Réunion et puis les îles des Saintes au large de la Guadeloupe. Alors pourquoi je vous parle d'eux? Parce qu'ils se sentent pourtant les oubliés de la République. Le chômage y est souvent important. Je signale que l'île de la Réunion est, avec plus de 850 000 habitants, est le 25e, je crois, département le plus peuplé de France sur une centaine, donc c'est un très gros département français. Le chômage y est important. Les dirigeants français n'en parlent jamais ou pratiquement jamais, et ils préfèrent vanter notre solidarité avec les Slovaques ou les Lettons. Je rappelle que l'Union européenne qualifie les départements d'outre-mer de régions ultra-périphériques. Et pourquoi donc ? Pourquoi donc l'île de la Réunion, qui est française, comme vous le savez, depuis 1638, c'est-à-dire avant la mort de Richelieu et de Louis XIV, qui est française avant les villes de Lille, Courtrai, française bien avant la Savoie ou le comté de Nice, qui sont françaises depuis 1860. Eh bien, pourquoi cette île de la Réunion, comme d'ailleurs la Guadeloupe et la Martinique, qui sont françaises depuis à peu près la même période, pourquoi seraient-elles considérées comme des régions ultra-périphériques par rapport à la Slovénie ou à Chypre ? C'est d'autant plus absurde à une époque où tout, avec Internet ou les communications, désormais, les mêmes nous disent que les distances ont été abolies. J'insiste aussi sur le fait que les territoires d'outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne. D'ailleurs, ils s'y portent très bien. Je signale aussi au passage, c'est une curiosité, mais qui mérite quand même d'être rappelée,
qu'il y a une collectivité française qui est sortie récemment de l'Union européenne, qui est la collectivité de Saint-Martin, qui est devenue collectivité d'outre-mer. Parce qu'il y a une vie après l'Union européenne. Hein. Le Groenland, par exemple, qui était un département d'outre-mer danois, eh bien, était membre de l'Union européenne à partir de 1972. Il en est sorti en 1994. Alors, sans tambour ni trompette, il ne faut surtout pas que les populations le sachent, mais donc c'est possible puisque ça s'est fait. Alors, j'insiste sur le fait que les territoires d'outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne, et j'insiste aussi donc sur le fait que nous adopterons une grande politique de redynamisation de l'outre-mer, avec une augmentation de la présence de l'outre-mer français dans les grands médias nationaux. Je ne dis pas qu'il faut en parler tout le temps, mais on n'en parle jamais. Donc il y a quand même, on pourrait de temps en temps avoir des informations, des reportages sur la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, d'autant plus qu'il y a beaucoup de Français originaires de nos départements ou territoires d'outre-mer qui sont présents en France métropolitaine. Il faudra également développer et subventionner les dessertes aériennes pour continuer à abaisser le coût des transports, même si beaucoup de choses ont été faites. Il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment la desserte aérienne de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie sont quand même encore tout à fait onéreuses. Développer un vaste programme d'échanges scolaires entre métropole et outre-mer pour apprendre à tous les jeunes Français à partager un destin commun. Pourquoi n'y aurait-il pas de temps en temps des écoles de France, je ne sais pas, moi je pense au Cher, ou je pense à la Seine-Saint-Denis, ou bien je pense aux Hautes-Alpes, qui auraient droit à aller passer 3 mois avec un échange avec par exemple, une classe qui se trouverait à Papeete, ou bien à Nouméa, ou bien à Saint-Gilles, ou à Saint-Leu, ou à Fort-de-France. Et réciproquement. Développer des activités productives sur place, promouvoir nationalement ce que j'appelle le beau modèle réunionnais. Parce que c'est un beau modèle que nous avons. Je ne sais pas si parmi vous certains connaissent l'île de la Réunion. C'est un modèle où des Français de toutes les ethnies, de toutes les religions ont bâti depuis maintenant donc plus de 370 ans une société, alors évidemment je n'ignore pas l'origine, l'esclavage, etc., bien entendu, mais enfin tout ceci est maintenant fini depuis 1848. Edmond Albius, l'inventeur de la fertilisation de la vanille, était un esclave de l'île de la Réunion, comme vous le savez, il avait été affranchi d'ailleurs vers 1830. Eh bien donc nous avons dans cette île une espèce de petit microcosme, au sens étymologique du mot microcosme, un petit monde, un microcosme du monde du XXIe siècle, et ils ont bâti une société ouverte et formidablement tolérante qui communie, chacun gardant dans un esprit de laïcité, chacun gardant sa foi pour l'intérieur de son domicile, en ne l'imposant pas aux autres, mais tout le monde communie dans l'amour de la République française et dans les grandes valeurs républicaines. Eh bien, moi, je trouve que plutôt que de faire en permanence des reportages sur des quartiers difficiles, eh bien, on devrait plutôt faire aussi des reportages sur ce qui se passe à l'île de la Réunion, par exemple. Et puis, je terminerai sur l'outre-mer en disant qu'en recréant le franc, la République française ne fera que réunifier son propre dispositif monétaire. Eh bien oui, puisque, vous avez vu, elle est belle cette vue de Mooréa, vue depuis Tahiti, 520 000 Français, nos compatriotes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, vivent toujours avec le franc pacifique. Il est assez émouvant pour ceux qui aiment les clins d'œil historiques de penser que les seuls territoires qui ont gardé le franc et qui ne sont pas passés à l'euro, qui sont donc des territoires d'avenir, puisque nous allons revenir au franc, et tout le monde le sent bien, eh bien, que ces territoires ont été aussi les premiers territoires de la République française à avoir rejoint la France libre dès l'automne 1940, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Donc je serai heureux de le souligner à cet égard. Alors, le 19e point, ce sont des référendums sur des sujets clés qui méritent un large débat national. Il y a